Donc, mon mari est catholique. Nous avons 5 enfants. Voilà, et j'exerce donc un ministère depuis 10 ans d'aumônier d'hôpital dans l'ensemble des hôpitaux publics de Lyon. Vous voyez malin, non? Ah bon, j'allais dire. Je ne suis pas. Donc, à toi de te présenter. Donc, bonjour à tous, je suis Hubert de Bois, je suis avocat à Lyon. Je suis marié, j'ai 3 enfants, Clara, Louis et Gauthier, 47 ans. Et certains m'ont demandé d'animer cet atelier, que je remercie. Mais je voudrais vraiment faire un aveu d'abord d'humilité, parce que je ne suis pas un spécialiste et je ne comprends toujours pas, on m'a demandé d'animer cet atelier. Je vais juste vous faire part de mon expérience et puis peut-être de 3 principes qui, en tout cas, m'aident bien à essayer de diriger ma vie sur cette problématique de la répartition du temps dans les différents domaines de sa vie et comment trouver les bons équilibres. Donc j'ai créé un cabinet d'avocats il y a 12 ans, Nextbase, qui a maintenant 3 bureaux à Paris et Marseille, on est 70 maintenant. Et puis, il y a quelques années, j'ai créé une plateforme qui s'appelle Entraide. En fait, un jour, je regardais Envoyé spécial avec ma femme, une soirée tout à fait banale. Et c'était un reportage sur une femme au Cambodge qui travaillait dans le textile et qui vivait dans une grande misère. Elle avait tout ça avec ses enfants parce que son mari était mort dans une grève ratée par l'armée. Et donc le reportage nous fait vraiment nous émeut sur la situation de cette femme. Le but était surtout de montrer les conditions de travail dans le textile en Asie du Sud-Est, comment on fait les chemises qu'on porte aujourd'hui. Et puis le reportage s'achève, pub, achète ce shampoing, lave-toi les dents, va te coucher, paye tes impôts, c'est terminé. Et donc, ce jour-là, on se dit avec Armel, mais enfin, on nous a émus sur cette situation longuement, et on nous a à aucun moment proposé un moyen de venir en aide à cette femme. Pourtant, on devait être peut-être 1 500 000 personnes à regarder Envoyé spécial. Il eût quand même été facile d'avoir un système pour donner 1 euro chacun à cette dame et ainsi changer sa vie. Alors c'était peut-être une idée un peu naïve, mais en fait si on l'étend à notre vie quotidienne, on est tous témoins de ces situations difficiles autour de nous, d'une tante qui ne peut pas payer son loyer, d'une femme qui a un cancer du sein, donc il faut aider à aller chercher les enfants à l'école, l'isolement des personnes âgées, etc. D'où l'idée de créer cette plateforme, qui n'est pas le thème d'aujourd'hui, rassurez-vous, une plateforme sur laquelle, quand on est confronté à une situation difficile autour de nous, on crée sur cette plateforme un compte d'entraide et on organise une entraide, soit de temps, soit d'argent, soit de compétences, soit d'objets, et en tout cas d'empathie autour de cette personne à aider. Donc, à partir de cette idée simple, je suis allé voir quelqu'un à Lyon que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Pierre-Yves Gomez, professeur d'économie de Lyon, qui a fondé les parcours Zaché, et voilà, qui m'a conforté, puis j'ai rassemblé des amis, ce petit groupe a réfléchi ce qu'on appelle le why de ce projet, pourquoi le faire, est-ce qu'il fallait le faire, est-ce que c'était le moment, qu'est-ce qu'il fallait comme force, comme argent, etc. Et la plateforme a été lancée en juin 2019 à Lyon, et puis maintenant elle se développe, elle prend de l'essor, et à mon plus grand plaisir. Donc comment gérer son temps entre les différentes tâches qu'on a, les différents projets qu'on peut avoir, c'est un petit peu le thème d'aujourd'hui sur lequel, au fond, quand j'ai préparé cet atelier, je me suis dit, au fond, que je pouvais m'appuyer sur 3 idées forces, 3 idées simples. La première idée simple, c'est d'abord de se connaître. Connais-toi toi-même.
ça paraît banal, mais se connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien avoir réfléchi à ses talents. Qu'est-ce qu'on sait bien faire dans la vie, qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, qu'est-ce qu'on arrive moins à faire, connaître ses proches, les caractères de son conjoint, de ses enfants, connaître ses collaborateurs, ses salariés, pour pouvoir utiliser au mieux les talents de chacun. Et donc c'est là où je vous invite à vous retourner sur Matthieu chapitre 25. En fait, le but n'est pas de faire une exégèse, et les protestants sont bien meilleurs que nous pour ça, sur ce texte très connu de la Bible, la parabole des talents, mais juste d'attirer votre attention sur une chose. Donc je lis. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, c'est-à-dire aussitôt aussi, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit la même chose. « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts, etc. » Pourquoi je voudrais prendre un moment sur ce texte. Alors, ce texte très connu sur la parabole des talents consiste un peu à dire qu'on a tous des talents qu'on a reçus qui sont différents des uns des autres et qu'il nous appartient de les faire fructifier. Et ce qui m'a toujours frappé dans ce texte, c'est l'adverbe « aussitôt ». Le Seigneur, au travers de ce texte, nous dit que ces talents, il nous appartient de les faire fructifier maintenant. Quand on a des talents pour certaines choses, on n'attend pas sa retraite pour les faire fructifier. Il appartient pour nous de les faire fructifier maintenant, aussitôt. Et donc, il nous appartient, au fond, 2 choses, si on décompose les tâches que nous enjoint ce texte. La première, c'est de bien identifier nos talents, une fois qu'on se connaît bien, on connaît bien les autres, on connaît bien ses collaborateurs ou ses salariés, bien identifier nos talents, première chose. Et deuxième chose, les faire fructifier aussitôt. N'allez pas faire fructifier des talents que l'on ne vous a pas donnés. On ne vous le reprochera jamais. Et sans doute, vous ferez mal cette exploitation des talents que vous n'avez pas. Donc, ça suppose pour vous, pour nous, de bien connaître les talents qui nous ont été donnés. Donc, c'est une première idée qui me semble très importante. Pour ça, vous avez beaucoup d'outils qui vous sont offerts. Il y a des ateliers de MBTI, MBTI, d'énéagrammes, des choses comme ça qui vous apprennent à comprendre si vous êtes un entrepreneur ou bien un introverti, si vous êtes porté sur l'intuition plutôt que sur la réflexion. Ces ateliers ils vont vous permettre de comprendre, en tout cas moi, ils m'ont permis de comprendre qu'il y a des choses
moi je ne suis pas fait pour faire les tâches de façon séquentielle quand j'en ai plusieurs à faire. J'essaie de les faire en même temps parce que c'est mon caractère. Mais ce n'est pas forcément le caractère de tout le monde. Ça n'a pas de lien d'ailleurs avec ce qu'on vient de dire sur l'adverbe aussitôt. C'est l'idée que vous devez bien vous connaître, bien connaître votre conjoint, vos enfants et vos collaborateurs, vos amis, vos parents, vos frères et sœurs, pour ne pas attendre d'eux certaines réactions, certaines attitudes, certaines tâches qui ne sont pas programmées pour faire au rythme que vous vouliez qu'ils fassent à votre place. Donc, prendre du temps pour se connaître et pour connaître ses proches. Bien sûr, vous avez d'autres outils comme les langages de l'amour. Vous connaissez Chapman, qui nous dit que pour exprimer notre amour, il y a 5 façons de le faire. Si votre épouse n'est pas faite pour l'expression de l'amour par le cadeau, par exemple, arrêtez depuis 25 ans de lui apporter des fleurs du marché de samedi à midi. Elle s'en fout de ça. Donc, pour ça, il faut comprendre quels sont les langages que privilégie votre épouse. En tout cas, moi, ça m'a aidé, je peux vous le dire, à la fois dans mon couple, au cabinet. On est 12 associés, on a tous des caractères très très différents. J'ai des associés qui sont très gestionnaires, qui sont dans le détail, quand d'autres sont beaucoup plus visionnaires dans le projet. Et en fait, ce qui a fait le relatif succès du cabinet, c'est cet équilibre entre, dans une entreprise, la capacité de voir loin, mais aussi de gérer les détails concrets. S'il n'y avait que des visionnaires, ça aurait peut-être beaucoup moins bien marché, c'est sûr d'ailleurs. Et inversement, s'il n'y avait eu que des gens dans le détail, pareil, on n'aurait pas eu de capacité de projection, de vision, de prospective pour se projeter sur le marché. C'est la même chose dans notre couple, avec nos enfants, avec nos amis. Il faut tous se connaître pour pouvoir s'appréhender et ne pas perdre de temps en exigeant des autres des tâches qui ne sont pas programmées pour faire au rythme qu'on voudrait. Alors, la deuxième idée que je voulais développer, c'est un prêtre qui m'avait dit ça dans mon enfance. Il m'avait dit, dans la vie, il y a une chose qui t'est demandée, c'est d'abord d'accomplir ton devoir d'État. Le devoir d'État. Vous devez parfaitement connaître quel est votre devoir d'État. Est-ce que votre devoir d'État, c'est d'aller faire un investissement immobilier pour votre retraite? Pas forcément. Peut-être qu'il faut d'abord bien consolider son équilibre conjugal, son équilibre familial, son équilibre professionnel, avant d'aller accomplir des tâches qui ne ressortent pas de cette première mission de devoir d'État. Donc, peut-être que vous pourriez prendre, on va prendre 1 minute pour que chacun, on identifie bien quel est son devoir d'État dans sa vie. Je vous laisse. On dit qu'un professeur d'économie aux USA faisait un topo sur la gestion du temps qu'il apportait sur son bureau. Peut-être que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire. Il apportait un gros seau, il y avait un deuxième avec des gros rochers, un deuxième avec des petits graviers, un troisième avec du sable et un quatrième avec de l'eau. Il disait à ses étudiants,
comment vous faites rentrer tous ces éléments dans le premier cycle. Et donc, les étudiants essayent, ça déborde, ça dépasse, il en reste. Votre devoir d'état, ce sont les gros rochers du premier saut. Vous devez les poser en premier dans le saut. Parce que si vous commencez par les petites choses, par le gravier ou l'eau, vous n'aurez plus de place pour accomplir la première chose qui vous est demandé de faire dans votre vie, c'est-à-dire votre devoir d'état. C'est la chose fondamentale autour de laquelle tout s'organise. Donc si vous avez noté que votre devoir d'état, c'était votre famille, votre amour conjugal, si c'était le bien-être de vos salariés, que sais-je, il n'y a aucun jugement d'ailleurs sur les choix qui sont faits par les uns et les autres, si c'était votre foi, eh bien, tiens, prenons ce dernier exemple, si votre devoir d'état, c'est votre foi de chrétien, organisez votre vie autour de cette idée force qui fonde votre vie. Si c'est votre famille, votre foyer, votre conjoint, organisez les choses autour de ce socle. Parce que tout le reste n'est que subalterne. Donc, réfléchissons toujours à l'organisation de notre agenda, de notre vie, de nos projets, en fonction de ces différentes priorités entre, d'un côté, notre devoir d'état. Il peut y avoir des devoirs d'état primaires, des devoirs d'état secondaires, et ensuite, il y a la chantilly, il y a la garniture. La garniture, c'est tous nos projets, c'est des vacances, c'est écrire un livre, c'est avoir une idée de faire telle ou telle chose. Donc, je voudrais vraiment insister, vous l'avez compris, sur cette notion de devoir d'état sur laquelle vous fondez tout le reste de votre vie. Ensuite, autre idée force qui, en tout cas, moi, m'a beaucoup servi, c'est la notion de leadership personnel. Une fois que vous avez bien bâti votre vie sur ce socle du devoir d'état, il appartient à chacun, et encore une fois, quel que soit son caractère, même si on n'est pas porté sur les grands projets ou sur la prospective, mais de choisir de diriger sa vie, d'être leader de sa propre vie. On est dans une société où en fait on se fait porter par les événements, porter par ses responsabilités. Être leader de sa propre vie, c'est choisir quelles sont ses ambitions, quels sont ses projets. Il y a un prêtre qui a beaucoup réfléchi sur ces questions, qui s'appelle le Père Dalle, qui est la communauté d'Emmanuel, et qui faisait un topo sur ce thème appareil mondial, ce qui m'avait marqué, en disant dans la vie, on peut facilement se donner au moins 3 projets. Un projet de court terme, de petite importance, un projet de moyen terme, de moyenne importance, et un projet solide de long terme. Alors attention, hein, les projets, c'est pas forcément faire l'ascension du Mont Blanc, écrire un livre, ou que sais-je. Ça peut être, j'ai envie de faire un pot-au-feu. J'ai envie de repeindre les toilettes. J'ai envie de... que sais-je. Les envies sont infinies. Donc, à partir de tout ce qu'on a dit sur le fait de se connaître, de connaître ses talents, d'avoir choisi de bâtir sa vie sur le socle de son devoir d'état, vous allez pouvoir mettre le gravier, le sable et l'eau qui fait tout le sel de votre existence. Et ce sont ces projets, par exemple, ce sont toutes ces petites ambitions qu'on peut avoir dans la vie, c'est l'amitié, c'est les week-ends, les vacances, que sais-je, qui vont se glisser dans les interstices de toutes vos obligations d'État. Donc, je vous propose à nouveau une minute pour essayer d'imaginer, alors peut-être que ça vous prendra plus de réflexion chez vous ce soir ou que sais-je, dans les prochaines semaines. Imaginez quels sont vos 3 projets.
Je sens qu'on va avoir du pot-au-feu dans les prochaines semaines. Vous savez quoi? À partir de là, on a toutes les bases. On a toutes les bases, et tout le reste, c'est l'art de gérer son temps entre ces différentes choses qu'on vient de se dire. Gérer son temps en fonction de ses talents, en fonction de son devoir d'État, en fonction de ses projets, comment combiner le reste, et donner comme piste de réflexion la notion de temps consacré et de temps confisqué. Vous avez dans votre planning hebdomadaire des temps qui sont confisqués, qui sont impondérables. C'est des temps pour lesquels vous n'avez pas de prise. Vous devez être 8 heures par jour au travail, la messe dure 1h15, que sais-je. Toutes ces choses qui sont des contingences en termes de durée sur lesquelles on n'a pas de prise. C'est le temps confisqué. Et puis vous avez le temps consacré, c'est-à-dire le temps que vous allez choisir de calibrer en fonction des différentes tâches que vous avez à faire. Sur ce temps consacré, vous avez le leadership. C'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez quelle tâche vous allez consacrer à tel ou tel engagement. Donc pour ça, ça suppose de bien connaître tout ce qu'on vient de se dire, mais surtout de penser son temps. Penser son temps dans la semaine, penser son temps à court terme, penser son temps à moyen terme, penser son temps à long terme. Moi, ce que j'ai pu voir dans mon expérience, c'est que dans les projets que je pouvais mener, je fais du théâtre par exemple, bon, je savais que le théâtre me prendrait un peu de temps. J'ai choisi de le faire en me libérant d'abord d'autres engagements. Donc on a par exemple abandonné la préparation au mariage. Oui. Pas glorieux. Mais parce que, voilà, on l'avait fait depuis 7 ans, il était temps de laisser la place à d'autres. Et il fallait que je trouve des créneaux disponibles pour pouvoir me lancer dans un autre engagement. Donc, gérer son temps, c'est savoir également, dans les priorités qu'on s'est fixées, calibrer le temps qu'on veut consacrer à chaque projet. Il y a un petit secret pour ça que j'ai remarqué, c'est qu'il faut toujours se donner un temps limite pour faire quelque chose, souvent. C'est-à-dire que on accomplit plus facilement les tâches, plus rapidement, quand on s'est donné un temps pour les réaliser. Vous avez un article à faire pour le journal paroissial, vous avez une recette de cuisine, donc ça, il faut que ça me prenne tant de temps et pas davantage. D'abord parce que vous ne tiendrez jamais ce délai, hein, première chose, mais surtout parce que ça vous permettra de vous concentrer sur le délai que vous êtes ainsi imparti. Autre idée, autre petit truc, en tout cas qui m'aide beaucoup, c'est très égoïste, c'est de savoir prendre du temps pour soi. Jésus dans la Bible, tous les évangiles, Matthieu, Marc, Jean, pas un seul nommé de dire que Jésus prend du temps pour lui dans la Bible, pour aller dans le désert, sur la montagne, pour aller chercher. Et vous voyez, ces 6 derniers mois, à titre personnel, ont été compliqués. Ma femme a perdu son père, on a une fille qui traverse une dépression en ce moment, des choses un peu dures comme ça. Et il y a un moment où je me suis retiré dans la montagne. J'ai appelé un monastère, je suis parti 3 jours en retraite. Je suis parti le vendredi après-midi, je suis rentré le lundi à midi. Vous savez que dans beaucoup de règles monastiques, pas les chartreux, mais Saint-Benoît en tout cas, l'hospitalité est au cœur de la règle. C'est vrai qu'il y a des retraites qui sont prévues, qui sont enseignées, qui ont lieu du 25 novembre, etc. Enfin, tout ça est très organisé, mais à part ça, vous pouvez à tout moment appeler n'importe quel monastère, frapper à la porte, et on vous recevra, vous aurez gîte et couvert, et vous aurez un temps pour vous, pour réfléchir. Donc vous ferez ce que vous voulez là-bas. Vous
pouvez choisir, moi je l'ai fait, d'assister aux offices des moines, mais vous pouvez aussi choisir de lire, choisir de prier, de méditer, choisir d'aller vous balader. En général, les moines sont super bien lotis en termes d'emplacement. Donc, ouais, prendre du temps pour vous. Et je peux vous dire que moi, ça m'a permis de rentrer complètement apaisé par rapport à tous ces soucis. Parce que j'avais eu le temps de, comment dirais-je, de tirer la soupape, de faire évacuer la pression et de repartir rasséréné sur le chemin de ma vie. Donc, voilà les notions sur lesquelles on a avancé. À partir des priorités, enfin du devoir d'État auquel vous avez bien réfléchi, à partir de vos talents, à partir de vos projets, vous avez organisé votre vie, vous avez choisi vos priorités, vous avez tenu compte de la différence entre le temps confisqué qui s'imposait dans votre agenda et le temps consacré que vous pouviez vous aménager pour mener à bien les différents projets que vous pouvez avoir à court, moyen et long terme. Alors tout ça, c'est bien beau, c'est théorique, on approche un peu de notre conclusion, mais bon, c'est des concepts, des bases, en tout cas, moi qui ai pris beaucoup de réalité dans mes entreprises, mais il faut aussi tenir compte de la réalité après ces concepts. La réalité, c'est la procrastination, c'est l'oisiveté. Ça fait quand même du bien de s'allonger dans son canapé. C'est les filtres qu'on a autour de nous, c'est notre entourage. Et je crois qu'il faut humblement tenir compte de ces réalités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas culpabiliser par rapport à ces réalités, par rapport à notre faiblesse. On n'est pas des surhommes. On n'a pas été fait comme ça. On a été fait avec nos faiblesses et avec lesquelles on doit composer. On perd trop de temps à culpabiliser sur ces faiblesses, et ce qui nous empêche souvent d'avancer. Oui, parfois on est oisif, parfois on procrastine, on reporte ce qu'on pourrait faire tout de suite. Oui, c'est toujours mieux de faire tout de suite, de faire aussitôt. Quelquefois, ce n'est pas toujours approprié d'ailleurs. Mais tenons compte un peu de la réalité, de nos faiblesses, pour aborder humblement, je veux dire, toutes ces questions, toutes ces contingences qui s'imposent à nous dans notre vie. Et puis dernière chose sur laquelle je conclurai, c'est cette idée d'abord, cette idée aussi de savoir dire non. Je suis peut-être dans toute la salle le plus mauvais dans ce domaine, et d'ailleurs j'ai pas dit non quand on m'a demandé de faire seul. Et savoir dire non, on dit que c'est très important, franchement c'est très important, de justement éliminer des choses. Éliminer des choses dans toutes ces sollicitations quotidiennes, régulières qu'on peut avoir dans notre vie. Vous avez un collaborateur qui vient vous voir dans votre bureau inopinément, Raphaël pourra dire ça tout à l'heure, vous lui dites non. C'est pas maintenant qu'on va aborder ce point, c'est pas prévu, je ne suis pas organisé comme ça, on en parlera si tu veux, on déjeune ensemble, on en parle demain après-midi. Donc là-dessus, paraît-il que ça se soigne. Moi, je n'ai pas trouvé le remède. Tout ça, bien sûr, est lié à notre capacité à faire face à la pression des choses et des événements, à la peur de décevoir quand on dit non à quelqu'un, mais c'est pourtant très important parce que c'est ça qui va aussi déterminer si vous arrivez à faire rentrer dans votre agenda toutes les choses qui sont devant vous dans la vie, votre devoir d'État, vos projets, vos amis, etc., etc. Donc comment on peut conclure tout ça, cher Nicole? Merci Hubert. Non mais merci parce que les touches étaient différentes. Voilà, ça abordait de différentes manières. J'ai fait un petit test.
pour essayer de te culpabiliser quand tu as dit que tu avais lâché les équipes mariage. Visiblement, tu as su dire non. Et te dire. C'est ma femme. Et Adam, pour le rôle. Il nous reste logiquement 6 minutes. Exactement, c'est parfait. D'accord. Vous aurez une cloche pour 6 minutes et vous en quittez. Et vous passez à votre second atelier directement, pas de pause. Vous mettez bien vos masques dans le couloir. Donc nous avons 6 minutes et je vous propose quand même d'entrer dans un certain partage parce qu'en même temps, tout en nous parlant, tu nous as fait nous interroger sur nous-mêmes. Donc peut-être que là, pendant 5 minutes, on peut se donner le temps. Si certains voudraient ajouter un point, souligner un point, poser une question. Il y a une main qui se lève. Dans la famille ou dans le couple, on n'est pas toujours... Est-ce que vous pouvez vous lever? Oui. Dans la famille ou dans le couple, on n'est pas toujours en phase par rapport au... Voilà, synchro par rapport au temps à passer sur les différents choix. Stéphanie, ça sera du coup, comment gères-tu ces aspects-là? Et en fait, on n'a pas aussi le même devoir d'État de temps en temps. Et donc, au regard des 3 points que tu as abordés, comment tu gères ce genre de choses? Il y a une autre question. Non, évidemment, cette notion de gestion du temps, de gestion des priorités, étant donné qu'on est un animal social, elle se gère avec son conjoint, avec la communication dans le couple, avec des petits trucs. Vous voyez, par exemple, avec Armel, nous, ce qu'on a mis, parce qu'on a eu des problèmes, on a mis en place un agenda partagé. Voilà. Donc quand on est invité quelque part, d'abord moi j'ai jamais le droit d'accepter, c'est elle. Parce qu'en fait on a eu 3 dîners un soir le même jour. Voilà. Donc mettez en place un petit agenda partagé, comme ça au moins on sait les agendas respectifs. Non mais voilà, on a un autre secret avec Armel, mais qu'on a largement partagé dans la préparation au mariage, c'est qu'on prend l'apéro. Voilà. Tous les jours. Alors on peut prendre du dessert pour un apéro. Ou du thé glacé. Non mais on prend ce moment, malgré les enfants, malgré ce qui est sur le feu, etc. pour voilà, se raconter la journée, pour se raconter des anecdotes, enfin des nouvelles familiales, etc. Et pour justement de temps en temps refaire des points sur ce week-end, il y a Gauthier qui a foot, tu peux l'emmener, etc. Après, voilà, je suis très gêné parce que je n'aime pas beaucoup parler de moi et je ne suis pas l'expert. Non, mais la question, c'était bien comment tu t'en sortais. Ouais. C'était ça. C'est parfait. Une autre question. Vous avez parlé d'identifier les devoirs d'État. Et en écho à ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a des passages dans les couples et dans les familles où les devoirs d'État changent, notamment quand les enfants grandissent, quand les priorités changent. Et le conjoint, les membres de la famille, plus largement, n'ont pas tous le même rythme pour passer d'un cycle de vie à l'autre et transformer un peu cette question du devoir d'État. Vous avez entendu derrière? Oui. Donc, du coup, je me dis qu'il y a d'abord le travail, enfin, c'est un vrai travail et de l'accordage dans le couple et dans la famille. Pour ne pas se tromper et ne pas obéir à des injonctions quelquefois qui seraient très éloignées des faux devoirs d'État. Et là, ça rejoint la question de la communication dans le couple, du partage, vous avez parlé de s'accorder, de l'équilibre. On a, je pense, dans un couple, souvent pas forcément le même accord de guitare, hein, c'est-à-dire la même harmonie sur certaines choses. Moi, j'ai
pas de recette miracle là-dessus, si ce n'est celle de partager, de communiquer. Peut-être que quand on est une épouse, les enfants viennent de partir, on a peut-être plus d'acuité sur la situation qu'on est en train de vivre familialement et qu'il faut tirer un peu le bras de l'époux. Voilà, je prends un cliché quand même très traditionnel, mais il me semble qu'il est un petit peu justifié. Ou l'inverse. Pour lui dire attention, là, je ne vois pas comment faire, comment m'en sortir. Donc, je penserai immédiatement à ça. Après, il faut accepter qu'on ne soit pas sur le même rythme, on n'est pas les mêmes personnes, on ne raisonne pas de la même façon. Et on n'a pas les mêmes talents, c'est cette complémentarité dont je parlais tout à l'heure, moi que je vis pleinement dans mon cabinet, qui est, voilà, vous avez, avec vos années d'expérience, trouvé un équilibre dans votre couple en termes de complémentarité par rapport au talent de votre conjoint. Et il faut s'appuyer sur cette complémentarité, je pense, parce que peut-être que votre conjoint aura des forces là où vous avez des faiblesses. Je me permettrai de rajouter juste une chose, parce que vous avez parlé des enfants aussi. La première des choses, c'est de parler. C'est quoi pour moi en ce moment l'important? Parce qu'on ne le dit pas toujours et on imagine que l'autre est censé le savoir. Et en particulier pour les enfants. Personne. Ma grand-mère, moi, me disait toujours, quand ta chambre est dérangée, fais d'abord ton lit. C'est un petit peu le devoir d'État dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand une chose est bien faite dans sa vie, le reste, on y voit plus clair, on peut se poser pour aligner les choses, etc. Voilà. Merci.